Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session du musée dans mon canapé. Aujourd'hui, nous allons aborder très rapidement, l'histoire des chevaux pendant la Grande Guerre. Les premiers mots, je vais les emprunter à Buffon, le naturaliste, qui au XVIIIe siècle donne la définition la plus célèbre du cheval. La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux cheval qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats. Il partage aussi ses plaisirs à la chasse, aux tournois, aux courses. Alors bien sûr, c'est sur ce dernier point que nous connaissons mieux actuellement le cheval. C'est le cheval de loisir, le cheval de course, le cheval de loisir. Et c'est grâce à cette proximité qu'on a avec lui, qu'on partage, avec qui on partage l'enthousiasme, un petit peu les passions, que nous, on a le plus de liens actuellement avec le cheval. Mais qu'en était-il pendant la guerre? Pendant la guerre et après la guerre. On va avoir ça avec le tableau de Paul Leroy, qui est présenté ici. Alors, le tableau de Paul Leroy, il a été peint avant la Première Guerre mondiale, avant 1914, mais il va être intéressant dans le sens où on va voir que Jeanne d'Arc, ici, est entourée de dragons, les dragons qui sont des militaires versés dans la cavalerie. Et ces militaires, ces dragons qui entourent Jeanne d'Arc, finalement, ils ont le même rôle que le cheval unique. Vous connaissez probablement les statues équestres qui sont chevauchées par un roi, par un chef militaire. Et c'est un petit peu le rôle de ces dragons qui entourent Jeanne d'Arc, c'est-à-dire de valoriser encore la puissance d'un chef militaire triomphateur. Alors, le cheval, il y a 100 ans, il était familier des soldats, même des soldats du rang, mais pas seulement, il était familier dans la société en général, parce qu'il y a 100 ans, on le trouvait dans les milieux urbains, on le trouvait à la campagne, bien entendu. Et puis, il était donc familier des enfants. Et c'est pour cette raison qu'on le retrouve dans les jouets des petits. Ici, par exemple, vous voyez dans ces vitrines, alors des soldats de plomb qui représentent des soldats allemands. On reconnaît le casque à pointe, par exemple. Et pas seulement, on voit aussi dans la vitrine qui est située juste à côté, on voit un jeu de cubes et qui représente une scène. On voit des cuirassiers qui sont en train de faire boire leurs chevaux à la rivière. Alors tout ça, c'était familier. Encore deux exemples dans nos collections. Alors je vous en montre des reproductions parce qu'ils sont difficiles à voir à l'intérieur même du musée. On a des soldats de plomb, des figurines qui représentent donc un canon de 75 en train de se faire transporter par des chevaux. Et puis également une ambulance. Les ambulances, c'était des véhicules hippomobiles. Et puis ici, nous nous trouvons devant ce qu'on appelle la chambrée. Les jeunes Français allaient au service militaire, qui durait 3 ans au début de la guerre. Et pendant leur éducation militaire, ils recevaient aussi une éducation équestre, c'est-à-dire qu'ils suivaient un cursus équestre pendant toute la durée de leur service militaire. Et on retrouve même, c'est le cas dans le livret militaire de mon arrière-grand-père, on voit même le nom, le prénom des chevaux dont ils se sont servis pour leur éducation équestre. Alors, la Première Guerre mondiale, elle a commencé le 3 août 1914. La mobilisation générale, en France en tout cas, c'est le 2 août 1914. Et on va voir que les chevaux sont mis à contribution dès le début de la guerre. On passe devant une vitrine. L'uniforme qui est à l'extrême droite, un uniforme à brandebourg, c'est l'uniforme d'un hussard britannique, c'est-à-dire d'un soldat, d'un cavalier britannique, avec cet uniforme bien caractéristique que l'on retrouve ici. Alors, cette affiche nous présente l'ordre de mobilisation générale du 2 août. Ça n'est pas notre sujet, mais il faut faire un petit focus sur cette phrase. On réquisitionne dans l'armée de terre, armée de mer, on mobilise des hommes, mais on voit qu'on réquisitionne aussi des animaux, des voitures et des harnais. Et c'est ça qui va nous intéresser, donc les animaux, et nous, on va prendre à l'intérieur les chevaux.
Alors, les chevaux étaient réquisitionnés avec leur harnais. Les voitures, elles étaient réquisitionnées aussi. Les voitures, les chariots, les charrettes, etc. Mais on va le voir, ça sera indépendamment. Allez, on imagine maintenant que nous sommes le 3 août 1914. La guerre a démarré et nous allons voir un petit peu de quelle façon on réquisitionnait, on alimentait l'artillerie, en fait, les différentes armes en chevaux. On en profite avant d'entrer dans la grande nef. On passe devant un cavalier français. Vous le reconnaissez peut-être avec sa queue de cheval, la queue de cheval qu'on voit qui dépasse du casque. C'est un dragon, ce cavalier-là, c'est un dragon. On va voir un casque, mais un petit peu plus précisément tout à l'heure. Et vous allez comprendre pourquoi on mettait une queue de cheval, une vraie queue de cheval d'ailleurs, pour protéger le dragon. Et nous passons devant un Ulan également, on va le détailler un petit peu plus avant tout à l'heure. C'est un cavalier allemand. Alors la fiche de mobilisation, de réquisition pardon, des chevaux et des mulets, c'est important. On appelle ça d'ailleurs les équidés. Hein, et on les regroupe, même au niveau des chiffres d'ailleurs, on aurait tendance à les regrouper. Et avec cette affiche, on va reprendre plusieurs points. Alors, les besoins en chevaux vont être considérables pendant toute la Première Guerre mondiale. Les chiffres, je n'en suis pas certaine, enfin ni moi ni personne. On avance le chiffre de 1,8 million d'équidés qui vont être réquisitionnés durant la Première Guerre mondiale, équidés donc chevaux et mulets. Le chiffre est un petit peu fluctuant, il n'est peut-être pas facile à établir. En tout cas, 60% de ces chevaux et mulets ont trouvé la mort pendant la Première Guerre mondiale. 60%, c'est parfaitement énorme. Alors, plusieurs points à prendre dans cet ordre de réquisition. Il y avait deux types de commissions. Il y avait la commission de réquisition, les commissions de réquisition et les commissions d'achat des bêtes. Ça, on va voir un petit peu après. Alors, on voit que les chevaux et juments ayant atteint l'âge de 5 ans sont les seuls à pouvoir être réquisitionnés. On voit également qu'ils doivent être réquisitionnés avec leur bridon, avec leur licol. Et puis, à ce propos aussi, à propos d'une chose, les chevaux sont souvent, mais pas seulement, réquisitionnés dans le monde rural. Pas seulement parce qu'on réquisitionne aussi des animaux qui travaillent dans les villes. Hein, je pense à Paris, il y avait très très nombreux chevaux au début du XXe siècle. Mais on a des exemples assez poignants de témoignages de paysans qui vont avoir beaucoup de mal, qui vont amener leurs animaux pour la réquisition, devant la commission de réquisition, mais qui vont être vraiment peinés parce que c'est un animal avec lequel ils travaillent tous les jours, avec lequel ils vivent tous les jours. Et voilà ce qu'un militaire chargé de la réquisition commentera à un moment où les paysans de son canton devront laisser partir leurs chevaux. Alors voilà ce que dit le militaire. Les paysans vantaient devant nous leur qualité, leur docilité. Ils nous faisaient des recommandations sur la manière de les conduire. Puis ils s'éloignaient, le cœur serré, silencieux, et nos empasses retournées. Donc on voit qu'il y a un attachement, et une phrase un petit peu poignante, hein, nous faisait des recommandations sur la manière de les conduire. Bien évidemment, personne ne suivait quoi que ce soit on prenait les chevaux dans leur ensemble. Alors quand un cheval de réquisition était déclaré apte au service de guerre, on lui apposait un fer chaud sur le sabot antérieur gauche, on le marquait, et on l'envoyait donc par chemin de fer, on l'envoyait dans son régiment, et puis directement il entrait au service de la guerre. On les transportait soit dans des wagons de transport de marchandises ou des transports de bestiaux, soit dans des wagons écuries. Mais ça, c'était vraiment seulement pour les chevaux qui étaient un petit peu difficiles, puisqu'il y avait des stalles qui étaient aménagées dans les wagons. Juste une petite chose, on va après parler des achats. Une petite chose, c'est qu'on voit les chevaux entiers ne seront pas présentés.
Oui, on ne veut pas chercher les ennuis et on ne prend donc aucun étalon. Alors, les commissions d'achat, dès le début de la guerre, on a commencé à avoir des lacunes au niveau des chevaux. Et on va en acheter à l'étranger entre 1914 et 1916, particulièrement en Argentine et aux États-Unis. Et en ce qui concerne les États-Unis, donc on les transportait par bateau. La traversée, c'était peut-être 15 jours, 20, 23 jours. Et puis après, on les débarquait. Vous avez une photo qui représente un cheval en train de se faire débarquer. Et puis, ensuite, ils étaient acheminés jusqu'en France, mais jusqu'au port de l'Atlantique, les grands ports de l'Atlantique, comme Brest, Saint-Nazaire, La Rochelle, et puis Bordeaux. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, on camouflait un petit peu tout. On camouflait par exemple les bateaux. On camouflait les pièces d'artillerie, surtout l'artillerie lourde. On camouflait aussi les hommes, bien évidemment. Et on camouflait les animaux. Les animaux au pelage trop clair, les chevaux, les chiens également. On les peignait en brun, en couleur brune, de façon à ce qu'ils soient un petit peu moins voyants par rapport aux yeux des ennemis. Alors ça leur servait de protection également, évidemment, puisqu'ils étaient moins visibles. Et on va aborder ça, la protection des chevaux. Mais je vois qu'on passe devant une vitrine qui va nous intéresser. C'est un uniforme de cuirassier. Alors, l'uniforme de cuirassier, il est bien particulier, évidemment, hein, dans la partie supérieure du corps. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le casque, hein, qui est semblable à celui des dragons, dans le fait qu'il comporte une queue de cheval, une vraie queue de cheval. La raison, elle en est simple, c'est que le crin de cheval, c'est extrêmement résistant. Et comme les cavaliers se battaient au sabre et puis essayaient de couper la tête du type qui était en face d'eux, eh bien, le crin arrêtait la lame. Donc ça protégeait la nuque des cavaliers. Alors la protection, elle est là. On la voit avec les masques à gaz. On a décidé de créer des masques à gaz. Alors pour deux raisons, soit parce qu'il fallait protéger les chevaux, parce que les chevaux étaient difficiles à trouver et que c'était une question, encore une fois, de matériel militaire, soit parce qu'on avait l'intention de prendre un petit peu soin d'eux. Alors, tous les masques à gaz sont à peu près sur le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on a une sorte de sac en toile imperméable. Vous voyez qu'il y a des lunettes aussi qui sont assorties à ce masque à gaz. Alors au début, on mettait des tampons de gaz dans les naseaux des chevaux, et puis on leur enfilait le fameux sac. Et après, un petit peu plus tard, on a mis des compresses, alors avec imbibé de liquide qui était neutralisant pour les gaz toxiques. Bon, ça ne marchait pas spécialement bien, ça va être terriblement inconfortable parce qu'un cheval, ça respire par les naseaux. Et puis alors les chevaux imaginaient que c'était une musette et puis ils grignotaient le masque à gaz en espérant trouver un petit peu d'avoine. Ceci dit, on peut regarder l'uniforme de protection de l'être humain. Et vous voyez qu'avec le masque à gaz, de toute façon, ça ne suffisait pas au niveau de la protection. Le masque à gaz, il est là sur cette tenue, mais on voit aussi que le soldat porte une tenue, une cape, pardon, parce que le gaz asphyxiant, comme le gaz moutarde par exemple, ça brûle les voies respiratoires, mais également la peau. Et c'est pour ça qu'il fallait aussi une protection supplémentaire, ce qu'elles n'avaient pas les chevaux. Nous passons devant la nacelle d'un ballon captif. Alors ça n'a pas, a priori, pas vraiment de lien avec notre sujet. J'y pense juste parce que les militaires qui faisaient partie de la cavalerie ont servi à faire de la reconnaissance. On va le voir dans quelques instants. Et très souvent, ils montaient dans les ballons ou dans les avions. Et de cette façon, ils participaient à la reconnaissance, à l'espionnage un petit peu, parce qu'ils avaient l'habitude de le faire, et on va voir pourquoi.
Nous allons passer à nouveau devant une vitrine qui est intéressante, on ne va pas s'y arrêter. Et vous allez voir un très très bel uniforme. On a de très beaux uniformes dans nos collections. L'uniforme que vous voyez là, c'est un uniforme de Spahi, qui était un cavalier d'Afrique du Nord. Moi, je le trouve très très beau cet uniforme, avec sa grande cape rouge. Alors, il est très beau, mais il est extrêmement dangereux cet uniforme, puisqu'il n'y a pas de casque, bien sûr, et une couleur rouge qu'on retrouve d'ailleurs dans les uniformes des soldats français, tout au début de la guerre, pendant les premiers mois de la guerre. Donc un uniforme très dangereux, mais magnifique. Alors le cavalier que vous voyez là, c'est un cavalier allemand. On les appelle des Uhlans. Et on va voir avec ce cavalier quel était le rôle du cheval dans la Première Guerre mondiale. Alors, on parle souvent des charges de cavalerie, vous voyez une image. Les charges de cavalerie, c'est terminé, c'était bien dans les guerres précédentes. Ça ne fonctionne plus pendant la Première Guerre mondiale. Une charge de cavalerie, imaginez des chevaux en ligne, de front, et qui galopent tous vers des fantassins, c'est-à-dire des soldats à pied. Un cheval, c'est 500-600 kilos. Vous imaginez des dizaines de cavaliers, des dizaines de chevaux qui se lancent au triple galop sur des fantassins, sur des soldats à pied. Ceux-là n'ont aucune chance. En 14-18, en face, les chevaux ont des canons. Donc là, ça ne fonctionne plus, la charge de cavalerie. Alors on va utiliser les chevaux, encore un peu dans la cavalerie. Ils font de la reconnaissance, c'était le cas par exemple des Uhlans ou des dragons, de la reconnaissance, de l'espionnage tout simplement. Ils sont messagers aussi, ils apportent des courriers militaires. Juste pour information, le premier facteur qui est mort pendant la Première Guerre mondiale, qui est mort au mois d'août 1914, il faisait partie du 19e dragon. Et puis alors, on a de grands besoins de chevaux dans ce qu'on appelle l'artillerie. Et vous voyez ici des canons. Alors les canons de 75 par exemple, qui sont les canons les plus représentatifs de l'artillerie française de la Première Guerre mondiale par exemple. Et ces canons de 75 nécessitent en fait, en théorie, 14 personnes, 14 soldats pour les manipuler. C'est-à-dire que vous voyez le canon, il fallait 6 chevaux en moyenne, 6 chevaux pour le tracter. Derrière, il y a un caisson, et dans ce caisson, on va conserver les munitions qui vont servir à alimenter le canon. Il fallait 6 chevaux également. Il fallait également un autre cheval pour le chef de pièce, et encore un autre cheval pour l'officier de liaison. Ce qui fait que pour déplacer un canon de 75, en théorie, il fallait 14 chevaux. Alors bien évidemment, les 14 chevaux, on ne les a pas toujours eus. Alors on a réussi à compresser un petit peu. Alors là, par contre, c'était plus en théorie, c'était réellement, c'était en pratique. Et on a utilisé seulement, très rapidement, 4 chevaux pour déplacer un canon. Vous imaginez bien que 4 chevaux, c'était très difficile pour eux, c'était beaucoup trop lourd et ça a été vraiment compliqué. Imaginez-vous que c'était au début d'ailleurs des chevaux de trait, souvent des traits bretons, des postiers bretons, et ça a été assez rapidement des chevaux qui ont été parfaitement épuisés. Alors, on en avait besoin aussi des chevaux dans ce qu'on appelle le train, le service du train, c'est-à-dire un petit peu l'organisation de la nourriture, du ravitaillement, c'était plutôt de la logistique. Alors, au niveau des pertes, parce qu'il faut parler des pertes, il y a trois raisons qui expliquent la mort des chevaux. La première, c'est l'environnement opérationnel, bien sûr, on est en temps de guerre. Il y a très peu de repos pour les chevaux. On a du mal à les libérer, à les laisser à l'arrière ou à aller les soigner. Alors, on a des armées qui sont épuisées. Ici, par exemple, pendant la première bataille de la Marne au mois de septembre 1914,
Les chevaux, les armées venaient de l'Est et du Nord du pays. Les chevaux étaient parfaitement épuisés. Et on raconte une charge de cavalerie de l'un des régiments. Et les chevaux ont chargé, mais au pas. Il n'y avait plus de jus, ils n'avaient plus du tout d'énergie. Et puis, il faut penser aussi à une chose, c'est que c'est au ravitaillement. On n'avait pas pensé qu'il y aurait autant de chevaux, on n'avait pas pensé non plus que la guerre durait aussi longtemps. Et les chevaux souffraient de la faim et souffraient de la soif. Et vous avez une photographie qui représente des chevaux, alors c'était une situation peut-être paradisiaque, dans un abreuvoir. Ils sont en train de boire. Alors la deuxième raison pour laquelle on a une surmortalité des chevaux, c'est à cause Alors c'est quelque chose que je vais illustrer par la roulante. Vous voyez la roulante qui est ici, c'est une voiture qui est hippomobile et elle servait à faire la nourriture, alors pas exactement à côté des lignes, mais peut-être à 2-3 km des lignes de front. Et elle était hippomobile, c'est-à-dire qu'elle était tractée par des chevaux. Imaginez-vous un cheval de selle, pas du tout habitué évidemment au champ de bataille, au bruit, etc., à la terreur. Et vous l'imaginez en train d'être attelé à cette roulante qui s'approche du bruit, qui s'approche des obus, etc. Et bien voilà, la deuxième cause de mortalité des chevaux pendant la Première Guerre mondiale, c'est les traumatismes. On en parle beaucoup maintenant des traumatismes sur les êtres humains. Enfin, ça marche aussi, ça vaut aussi pour les chevaux. Vous allez voir une photo qui représente un cheval, de labour au travail. Alors ça, c'est typique du cas qui va traumatiser le cheval. C'est que, habituellement, en temps de paix, le service des remontes qui s'occupait de la gestion du parc équin, le service de remonte donc, était en lien avec les éleveurs. Les éleveurs commençaient à débourrer les chevaux à partir de 3 ans, les habituer à l'attelage. À 5 ans, l'armée les achetait. Et puis, ils passaient dans un camp de transition. Après, ils rejoignaient leur régiment, etc. Donc, ça durait 2-3 ans, peut-être, leur éducation au feu. Pendant la Première Guerre mondiale, on les achetait, on les mettait dans un train. 15 jours après, ils étaient sur le terrain. Donc, le traumatisme, il était énorme avec ça. Et puis, la dernière cause de mortalité, de surmortalité des chevaux, vous voyez ici, on a une Croix-Rouge. La Croix-Rouge, elle soigne les êtres humains. Avant la guerre, un officier de cavalerie avait proposé de créer une Croix-Rouge pour les chevaux. Et ça a été refusé. Ce qui fait qu'après le début de la guerre, on a eu vraiment beaucoup de mal à gérer tous les problèmes de santé dus aux blessures, dus aux maladies, dus aux épidémies, etc. Et on s'est fait drôlement critiquer par les Anglais, parce que les Anglais, dès 1897, ils ont créé ce qu'on appelle la Blue Cross. Et c'est la Croix-Rouge pour les animaux. Et c'est encore une ONG, une organisation, une fondation, et qui va s'occuper de soigner les chevaux. Alors nous, après, en 1917, on a un petit peu rationalisé tout ça. On a créé des hôpitaux pour les chevaux, des hôpitaux vétérinaires aux armées. Et là, on les a répartis un petit peu sur tout le territoire de la guerre. On a été un petit peu plus sérieux dans le soin aux chevaux. Encore un détail, c'est que ces centres, ces hôpitaux, étaient dirigés par des militaires et non pas par des vétérinaires. Alors, certainement, souvent, il y avait des bagarres pour savoir quel cheval était apte à retourner au combat ou non. Alors, on va terminer maintenant notre visite. Je voudrais vous poser une énigme. Nous allons vous montrer une photographie. Alors, la photographie, elle a été prise en 1932 à l'enterrement du maréchal Joffre. Ceci dit, moi j'ai exactement la même, à peu près la même pour l'enterrement du général Gallieni. Alors, ma question, c'est donc on est dans le défilé qui va accompagner le cercueil de Joffre. Ma question, c'est
quel est le nom de son cheval. C'est un cheval de guerre, vous voyez qu'il est harnaché, il est caparaçonné même, je dirais. Et moi, ça fait des années que je cherche le nom du cheval de Joffre. Alors si quelqu'un a la réponse, mais vraiment vous me l'envoyez ici au musée de la Grande Guerre. Il y a des chevaux qui sont devenus des symboles. Un cheval anglais s'appelait Warrior. Et c'est un cheval qui a vécu qui a fait toute la guerre sur le champ de bataille. Il était monté par Jack Seeley. Et il n'a jamais été blessé. Il était vraiment, vraiment sur les champs de bataille, Warrior. Et alors, comme il n'a jamais reçu de blessure, on l'a surnommé le cheval que les Allemands ne peuvent pas tuer. Et un écrivain s'en est inspiré. C'est Michael Morpurgo. Il a écrit un livre pour les enfants à l'origine qui s'appelle Cheval de guerre. Et Steven Spielberg s'en est inspiré pour tourner son film. Dernière chose, parce qu'il faut quand même rendre hommage aussi aux chevaux, aux animaux et aux chevaux. Vous voyez une photographie du monument aux animaux de Chipilly, dans la Somme. C'est Henri Gauquier qui est l'auteur de ce très très beau monument. Il a été érigé en honneur de la 58e division britannique. Et c'est très très émouvant, vous voyez le détail, le visage du cavalier et le visage du cheval, la tête du cheval sont très proches. Et le sous-titre de cette statue, c'est « Soldat britannique consolant son cheval blessé ». Donc là, on voit un lien vraiment très très évident entre le cavalier et son cheval. Et puis, deuxième mémorial, alors le premier, celui de Chipilly, date de 1922, le mémorial de Londres, de 2004 de mémoire, quelque chose de moderne mais de très très inventif. Donc voilà, et je crois qu'à Paris, on a eu l'accord d'ailleurs pour ériger un monument également aux animaux. C'est un juste retour des choses, puisque les animaux ont été donc indissociables des soldats de la Grande Guerre. Et j'ai trouvé une phrase qui est associée au mémorial de Pozières, mémorial australien de Pozières, dans la Somme également. Alors voilà ce qu'on dit des chevaux. Nous les honorons et les remercions. Malgré l'horreur de la bataille, ils ont donné le meilleur. Ce choix ne fut pas le leur, mais leur courage a été grand. Mémorial des animaux, non, mais mémorial, des animaux en général. Et je pense que ça convient également particulièrement aux chevaux. Voilà, notre visite terminée. Y a-t-il des questions, Diane? Alors, sait-on avec quoi on peignait les chevaux blancs? Ton interrogation, c'est de Michel. Eh bien, alors ça dépend des moyens qu'on avait, ça dépendait de l'urgence. Il y a teinture ou peinture. Enfin, les deux étaient utilisés, ça dépendait de la situation dans laquelle on se trouvait. Il y a aussi une autre question sur le nombre de chevaux tués. Alors voilà, ça varie, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, ça varie selon les historiens. Le fait qu'on s'intéresse aux chevaux, aux animaux et aux chevaux, c'est quand même très récent. Je vous rappelle quand même que les chevaux ont été jusqu'à il y a 15 ans surnommés les oubliés de la Grande Guerre. Donc là, on a des historiens excellentissimes qui s'occupent de prendre dans toutes les archives, dont la plupart ont disparu d'ailleurs, parce que c'était considéré comme des archives inutiles, et on les a pas gardées. Et donc, ils sont en train de comptabiliser à peu près tout ce qui peut être comptabilisé, en sachant que, par exemple, pour les réquisitions dans les villages, on avait normalement un tableau avec les différents chevaux qui pouvaient être aptes au service de guerre, mais qui n'étaient pas forcément bien remplis. Donc déjà, on a des erreurs à la base, et c'est un peu compliqué. Donc on reste pour l'instant sur à peu près 1 800 000 chevaux et ânes et mulets qui ont été réquisitionnés. En France, oui, absolument. Et une très très large partie qui a été tuée. Alors j'ai une autre question de Michel. Et après la guerre, que sont devenus les chevaux
Alors, c'est très triste. Alors, bon, les chevaux des officiers, les chevaux de race, on va dire, on essayait quand même de les faire rentrer. Ils étaient souvent d'ailleurs dans le cadre de l'armée. Mais pour les chevaux qui appartenaient à des gens de base, donc qui ont été réquisitionnés, en général, ils ne revenaient pas, ils ne rentraient jamais chez eux. Pour ceux qui étaient survivants, certains donc étaient vendus à des propriétaires. Les vieux chevaux, on les abattait, on s'en débarrassait. Et les chevaux un peu plus jeunes, on les vendait à des boucheries, aux abattoirs. Donc très mauvaise fin, de toute façon, pour les chevaux qui avaient été réquisitionnés pendant la Première Guerre mondiale. Bon, bah, je n'ai plus de questions. Bien, ben, je vous souhaite une bonne après-midi, ou un bon après-midi, c'est selon. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine séance de visite. Bon après-midi à tous.